Si vous tenez en main un journal issu du monde Haredi, ce qu'on appelle généralement l'ultra-orthodoxie, une anomalie vous sautera fatalement aux yeux. Jamais vous n'y trouverez un visage de femme. Qu'il soit question d'une enseignante respectée, de la veuve d'un grand maître ou d'une personnalité politique, de Golda Meir jusqu'à Marine Le Pen, une même règle prévaut pour toutes, l'invisibilisation. Et cela s'applique aussi à l'espace public. Dans les quartiers les plus religieux d'Israël, on vous demande de vous couvrir, mais toute représentation de femmes est aussi bannie. Ce qui peut conduire à des situations ahurissantes, comme lorsque des photos de femmes israéliennes otages à Gaza se retrouvent arrachées ou recouvertes de peinture. Tout cela relève d'un principe, qui est ici poussé à son extrême, qui porte le nom de tsniout, ce qu'on traduit généralement par pudeur. D'où sort ce principe? Quelle est sa valeur juridique dans la loi juive? Est-ce qu'il s'agit d'une règle intangible ou d'un phénomène plutôt récent? Comment faire la part des choses entre l'idée authentique et sa caricature? Bref, sommes-nous en présence de ce qu'on pourrait appeler une noble idée devenue folle? Nous avons la chance de recevoir quelqu'un qui a consacré des années de recherche sur ces questions. Bonjour, Emmanuel Bloch. Bonjour, Ruben Honigman. Alors, on va commencer cet entretien en parlant d'un éléphant qui est dans cette pièce. C'est que vous et moi, on est deux hommes et on va parler d'un sujet qui concerne, dans son écrasante majorité, les femmes. À tort ou à raison d'ailleurs, on va peut-être en parler. Est-ce qu'on est vraiment légitime pour parler de ce sujet? Alors, merci de cette question, Ruben. Ce qu'il faut voir, c'est que la tsniout, en tant que sujet de recherche à l'université, parce que ma recherche est universitaire, fait l'objet d'énormément d'attention. Et dans l'immense majorité des cas, les chercheurs, les personnes qui se penchent sur le sujet sont des femmes, puisqu'elles ont perçu que le sujet a été utilisé énormément dans un contexte d'une forme de féminité juive. Et donc, ma recherche prend un autre angle, mais elle construit sur des travaux qui ont déjà été produits par des chercheuses reconnues et prestigieuses dans le domaine, avec deux angles majeurs. L'angle de l'étude du genre qui essaie de montrer comment la tsniout est utilisée pour rendre les femmes invisibles, précisément, et l'autre angle qui est l'approche sociologique, dans lequel certaines chercheuses sont allées voir des femmes religieuses en leur demandant comment elles le vivent aujourd'hui. Mon approche à moi est différente. Mon approche à moi, on va en parler, se base sur l'étude des textes de la loi juive, de la halakha, parce que c'est mon domaine de recherche. Mais mes travaux construisent sur un ensemble de réflexions qui a déjà été formulé essentiellement par des femmes, et je suis en dialogue avec ces personnes-là. Je construis, des fois ma recherche peut enrichir les leurs, souvent je m'inspire de leurs travaux. La recherche est une entreprise collective de recherche de vérité. J'ajoute ma pierre à un édifice collectif dans lequel des hommes et des femmes participent. Alors, vous avez donc écrit et soutenu une thèse sur ce sujet de la tsniout. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet-là, précisément? Alors, à la base, j'ai une formation d'avocat, et lorsque je suis passé dans le monde de la recherche universitaire, j'ai focalisé mes recherches sur la halakha, la loi juive. Et la tsniout, c'est un cas absolument unique, presque unique, dans son intensité vraiment unique, d'un sujet qui, dans la tradition juive, a une longue histoire, et on peut en parler, mais qui n'était pas un sujet de discussion légale. Il n'y avait pas de discussion rabbinique sur ce qui est permis et interdit. Il y avait un ensemble de règles de comportement qui existaient, et à un moment donné de l'histoire, ces règles de comportement ont été traduites en langage légal, halachique, codifiées dans des tomes rabbiniques, des gros volumes, dans un langage qui est le langage de la halakha. Et donc, en tant que chercheur de halakha, j'ai voulu me pencher sur ce moment de traduction. Comment est-ce qu'on passe du non-droit au droit? Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe? Quels sont les mécanismes? Quelle est l'implication? Quels sont les enjeux? C'est-à-dire que la tsniout, ce serait comme un échantillon représentatif de quelque chose de beaucoup plus grand qui se serait produit dans le monde juif. C'est juste, c'est juste. Et c'est un sujet qui est à l'intersection de questions importantes comme la question du genre dont on a commencé à parler, mais à la base de ma recherche, c'est comment est-ce que la loi juive fonctionne. Je veux ouvrir le capot, regarder comment le moteur fonctionne, comprendre quels sont les mécanismes internes, et c'est un cas extraordinaire où on peut voir le changement se passer devant nos yeux. C'est cela qui m'intéressait dans la tsniout. Alors, on va revenir un petit peu plus tard sur la chronologie, sur la dimension historique, ce moment de bascule. Je voulais revenir au mot de tsniout. Il veut dire quoi, ce mot? Alors, c'est un petit peu un des problèmes de ce sujet, c'est que le mot tsniout existe depuis 2000 ans, mais il a revêtu des sens
assez différents. Et une partie de ma recherche, c'est de faire de l'archéologie textuelle. Ce que j'appelle l'archéologie textuelle, c'est de remonter dans le temps et de retracer le sens et les implications du concept et des pratiques de la tzniut. Et donc, on peut remonter jusqu'à la Bible, on peut regarder dans la Mishnah, on peut regarder au fil du temps. Le mot n'a pas toujours été associé aux femmes, aussi curieusement que ça puisse paraître, mais c'est vrai qu'au cours des, quand même, quelques derniers siècles, essentiellement, la tzniut a pris un sens de pudeur féminine traditionnelle, et le plus souvent, code vestimentaire. C'est un code vestimentaire que les femmes juives traditionnelles doivent suivre, donc avec ça fait partie du corps qui doit être couverte, en dessous du genou, en dessous du coude. Pour les femmes mariées, la tête doit être couverte. Donc, aujourd'hui, c'est ça que tzniut recouvre. C'est le cas de le dire. Mais, sauf erreur de ma part, dans la Torah, dans le Tanakh en tout cas, dans la Bible juive, il y a une seule occurrence de ce mot. C'est chez le prophète Michée. Et il signifie quoi là-bas? Hatzne alechet. Alors, il y en a deux, en fait. Il y en a aussi un dans le livre des Proverbes. Et le principe, c'est qu'il faut regarder le mot tzniut dans son contexte à chaque fois pour être sûr d'en trouver le sens juste. Dans les deux cas de la Bible, la racine tzadik nun ayin existe, mais n'est absolument pas utilisée dans un contexte de pudeur ou de modestie. Mais selon les chercheurs, il y a des chercheurs spécialisés, pour le coup, c'est pas moi, des chercheurs qui étudient l'hébreu biblique, l'idée de tzadik nun ayin, c'est une idée de humilité, parfois de prudence, qui est applicable aussi bien aux hommes et aux femmes. Les deux textes, Michée et le Proverbe, font partie de ce que les spécialistes appellent la littérature sapientale, la littérature de la sagesse, qui est probablement influencée par certains concepts grecs, et ce sont des valeurs qui sont universelles. La sagesse, la raison, l'humilité, des qualités humaines qui sont mises en avant. C'est-à-dire une façon d'être au monde, une attitude. Une façon d'être, une éthique. Donc pas une question de centimètres de... Aucun rapport avec des centimètres ou avec couvrir le corps ou quoi que ce soit. Alors cela dit, en préparant cette émission, je me suis rappelé qu'il y a quand même des midrashim déjà, alors on n'est plus dans la Torah, on est dans la littérature rabbinique, où il me semble, vous allez me dire ce qu'il en est, le mot tzniut est employé aussi dans un sens tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quand Abraham descend en Égypte avec Sarah, il lui dit, dans la Torah, il lui dit « Maintenant je sais que tu es belle ». Et Rashi, donc Moyen-Âge, rapporte un midrash qui dit Adarshav, jusqu'à maintenant, Lohi kirba mitor tzniut shebeshnehem. Jusqu'à présent, parce qu'il dit maintenant je vois que tu es belle. Il dit sous-entendu, jusqu'à présent, il ne l'avait pas regardé, il ne l'avait pas vu parce qu'il y avait de la tzniut entre eux. De quelle tzniut ça parle là? Alors, vous avez parfaitement raison de souligner que le terme de tzniut, dans son acception moderne, est une création rabbinique, une création de la Mishnah, une création du Midrash. Maintenant, dans ces textes-là, comme c'est souvent le cas, on trouve des textes qui ont un sens et d'autres qui ont un autre sens. C'est un peu un tchulent ou une dafina, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de systématicité dans l'idée de tzniut. Et il y a beaucoup de textes qui parlent de tzniut en faisant encore référence à une idée universelle, non genrée, applicable aux hommes comme aux femmes. Dans la Mishnah, les cas où la Mishnah parle, donc un texte rabbinique extrêmement ancien, lorsqu'on parle de tzniut, on fait référence à des gens qui sont extrêmement prudents de ne pas faire de fautes. Par exemple, une Mishnah parle de l'interdit de porter des vêtements qu'on appelle kilaïm. Kilaïm, c'est un mélange interdit, un mélange entre le lin et la laine. On n'a pas le droit de porter un mélange de lin et de laine. La Mishnah demande que font les marchands. Vous vendez des shmades. Vous voulez vendre de kilaïm. La Mishnah dit, il n'y a pas de problème. Pour le vendre, on a le droit de mettre et de montrer aux clients. Mais les tsnouim, dit la Mishnah, les gens qui sont tsanoua, les gens qui représentent la tsniout, font très très attention. Un marchand de tsanoua ne va pas mettre sur lui un vêtement de kilaïm. Il va le mettre sur un bâton pour le montrer à son client. Et donc, dans ces textes les plus anciens de la littérature rabbinique, le mot de tzniut fait référence à quelqu'un qu'on appellerait chez nous meshukefroum, quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement religieux et qui va même avoir un comportement, et c'est tout le paradoxe, ostentatoire, visible, au contraire du sens que le mot de tzniut viendra prendre. C'est la personne que de nos jours on verrait qui montre à tout le monde à quel point il est religieux.
C'est la tsniout ostentatoire. La tsniout ostentatoire. On va y revenir. Et applicable. Et les textes rabbiniques font l'éloge de certains peuples non juifs en disant les Perses sont très tsanoa, dans le contexte des relations sexuelles. Il y a tsniout des relations sexuelles. Donc c'est déjà appliqué à la question du désir, du corps, des relations sexuelles. Donc quand on dit qu'Abraham, par tsniout, ne regardait pas Sarah, ce qui est en soi une question, ça veut dire qu'il y a déjà cette acception à ce moment-là. Alors il y a un glissement de sens qui se fait entre une sniout universelle applicable aux hommes et aux femmes et même aux non-juifs, vers de plus en plus une sniout qui est la quintessence de la spiritualité juive. Et c'est un glissement qui se fait au fil des siècles, qui commence dans la littérature rabbinique et plus en plus quand on passe au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne. Donc le terme a beaucoup changé, mais il y a deux tendances de fond qui sont, un, de plus en plus applicables aux femmes, et deux, une plus grande légalisation, une fuite vers la halakha. Parce que finalement, il y a trois niveaux de règles, légales, éthiques, ce que j'appelle mimétiques. Et la tsniout est un concept qui, dans la tradition juive, a dévié du mimétisme et l'éthique vers la loi. Là, il y a quelque chose d'important à préciser, c'est qu'on entend souvent dire que dans le mot halakha, déjà, il y a l'évolution, il y a le cheminement. Sauf qu'on emploie cet argument pour dire qu'il faut vivre avec son temps, s'adapter à la modernité, etc. Mais en fait, le mouvement, ça peut aller dans les deux sens. C'est pas parce que quelque chose est récent, même si c'est dans un sens d'un comportement plus strict, comme ce que vous décrivez avec la tsniout, que ça invalide forcément cette nouvelle norme. Ouais. Je pense qu'ici, il faut distinguer entre, en tant que chercheur, je regarde la halakha en tant que phénomène d'observation. Et ce que je vois, c'est comme un mouvement de respiration. Il y a des domaines qui deviennent de plus en plus halachiques, et il y a des choses qui sont curieusement oubliées, qu'on laisse tomber de côté. Par exemple tout le droit commercial juif, Roshel Mishpat, est devenu plus ou moins inappliqué. On va dans les tribunaux civils. Il y avait tout un système de préférence sociale, ce qu'on appelle les kdimot. Il y avait, pour les juifs du Moyen-Âge, il y avait tout un système d'honneur codifié à la synagogue. Qui c'est qui va monter à la Torah à tel moment? Qui c'est qui n'a pas le droit? Les gens se fâchaient très fort pour ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on est là, arrête, c'est la synagogue est l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Donc les mitzvot ont aussi leur mode. Il y a réellement une dynamique. En tant qu'objet d'observation, la tradition juive, la halakha, change, des fois vers plus, des fois vers moins. En tant que chercheur, je ne pose pas de regard, je ne pose pas de jugement. J'essaie de documenter. En tant que juif pratiquant, j'ai mon système de valeurs qui fait que il y a certaines évolutions que je préfère à d'autres. Alors venons-en au cœur du sujet. Vous parlez d'une bascule. Elle a lieu quand et pourquoi cette bascule? Alors, le changement qui m'intéresse, c'est spécifiquement la tsniout en tant que code vestimentaire. Quoi couvrir, comment couvrir et toutes ces choses-là. On a de nos jours toute une littérature de livres, et si certains de nos auditeurs ont été dans une école orthodoxe, ils doivent les connaître, des livres qui ont été écrits pour expliquer aux femmes comment elles doivent s'habiller. Ces livres sont récents. Ils n'ont jamais existé avant les années 1960. Oui, donc c'est très récent. C'est très récent. C'est les dernières décennies, là. C'est dans les 60 dernières années. Bon. C'est-à-dire, et c'est rare, parce que si vous prenez la halakha, les lois des bénédictions, brachot, existent depuis la Mishnah, il y a 1800 ans, jusqu'à nos jours. C'est très rare qu'on ait une nouvelle partie du Shulchan Aruch qui a été additionnée, qui a été rajoutée il y a 50 ans. Jusqu'à il y a 50 ans, il n'y avait pas de livre qui expliquait aux femmes comment s'habiller. Très peu. J'en ai trouvé un ou deux précurseurs, peu connus. Il faut que j'aille chercher dans les archives de la bibliothèque pour trouver des livres qui sont passés complètement inaperçus. Un dans les années 1930. Le déluge commence dans les années 1960 et depuis, il y en a un tous les ans. Mon problème à moi, c'est que j'arrive pas à suivre toutes les publications. Ma blague constante, c'est de dire que mon prochain doctorat portera soit sur la Mishnah, soit sur le Zohar, que je choisirai un sujet qui a été stable depuis au moins un demi-millénaire. Parce que le problème de la tsniout, c'est que c'est en ébullition constante. Alors c'est le symptôme de quoi, ça? C'est le symptôme que la tsniout est au croisement d'un certain nombre de discussions importantes du judaïsme contemporain. C'est le sujet qui est à l'intersection de plusieurs centres de réflexion. Du point de vue le plus immédiat chronologiquement, il y a une proximité chronologique entre l'apparition de tout ce nouveau corpus
et une série de changements que le monde occidental a traversés et qu'on appelle la révolution sexuelle. Dans les années 60, le monde occidental remet en question les codes de moralité sexuelle et vestimentaire. C'est le début de la mini-jupe, c'est le début de la libération des femmes, la pilule. Et il n'y a aucun doute qu'à un certain niveau, cette codification de la tsniout dans la halakha est une réponse de rabbins qui se sont sentis menacés. Donc c'est une réaction. C'est une réaction. Une réaction dans le but de préserver. Mais de préserver quoi? En l'an 1968 ou 69, lorsque ce phénomène commence, des rabbins écrivent des livres en disant « Il faut qu'une femme religieuse s'habille de telle manière, et il a l'obligation, parce que c'est les règles du discours, de dire « parce que le Talmud nous le dit ». Et donc, il y a un phénomène massif de réinterprétation qui est au cœur de ma recherche, de dire ce que dit le Talmud à tel endroit, ça vient justifier ces règles. Et donc, il y a un embrigadement de textes qui voulaient dire tout autre chose à la base, dont le but de justifier ces nouvelles règles créées dans la langue halachique traditionnelle. Donc vous dites, pour simplifier, quand la pilule et la mini-jupe arrivent, la révolution sexuelle, Oui. c'est la panique à bord, Oui, parce qu'on craint que ce phénomène ensuite contamine le monde juif, oui, donc on crée des nouvelles règles. c'est ça. En soi, est-ce que c'est un problème, ça? On peut comprendre ça d'une certaine manière. C'est pas un problème. C'est un petit peu comme, je pourrais citer ici la phrase d'Armstrong sur la Lune. C'est un petit pas, mais un grand pas à la fois. C'est un petit pas pour la loi juive, parce qu'elle a fait ça depuis des siècles, de créer de nouvelles normes. C'est un grand pas pour le monde juif, parce que, et c'est souvent le paradoxe, en voulant préserver quelque chose, on le transforme en profondeur et on le bouleverse. Et donc ce phénomène de translation a eu des effets secondaires ou qui étaient, je pense, imprévus, mais ça a changé la face du monde juif pratiquant, a changé la face de l'orthodoxie. Vous pensez à quels effets secondaires? Il y en a énormément. L'expression que j'utilise dans le livre que j'écris, c'est que je dis que l'orthodoxie est devenue la société de la tsniout. C'est-à-dire la tsniout était une valeur parmi d'autres dans une tradition qui est riche en valeurs. Encore une fois, la tradition juive dit qu'il faut être généreux, qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas se mettre en colère, qu'il faut être pudique. Une parmi d'autres. La tsniout a été tout d'un coup propulsée de valeurs amorphes, une parmi tant d'autres, à un principe fondamental de la spiritualité juive, le principe organisateur de la vie juive féminine, avec des conséquences à tous les niveaux de la société orthodoxe. Il y a aujourd'hui en Israël un nouveau Beit Din, une cour rabbinique à Bnei Brak qui a été créée il y a une quinzaine d'années, dont le seul objet est de traiter de questions de tsniout. Donc il y a des conséquences institutionnelles. À Bnei Brak aussi, il y a un organisme qui surveille les magasins de vêtements juifs. Comme il y a des surveillances de restaurants juifs, il y a des rabbins qui vont surveiller pour voir que les vêtements ont les bonnes couleurs, ont les bons sons, etc., etc. Ça n'a jamais existé. C'est une conséquence, selon moi, de cette légalisation de la tsniout. Maintenant, quand je parle à des juifs libéraux ou progressistes, et que nous critiquons le fait que la légalisation de la tsniout entraîne une vision malsaine des rapports entre les genres, tout ce que je crois, entraîne une objectification des femmes, que ça donne du pouvoir de rabbin sur le corps des femmes, que c'est malsain que les hommes pensent tellement au corps des femmes, tout ça sont des choses que je partage complètement. La question que je pose à mes gens en face, c'est de dire, mais quelle est l'alternative? C'est la question que je vous pose, en fait. Je ne suis pas tout à fait sûr, parce que le monde orthodoxe a au moins eu le réflexe de vouloir préserver quelque chose. Alors que dans les cercles moins pratiquants, on a juste adopté les valeurs occidentales en abandonnant un pan entier de la tradition juive et en s'assimilant complètement aux normes culturelles. Donc j'ai l'impression, à vous entendre, qu'on est un peu dans une impasse là. C'est-à-dire que d'un côté, on a une réaction excessive et qui fait qu'on a commencé à dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller. Et de l'autre côté, on s'est complètement adapté à la modernité. On recherche un peu une troisième voie là. Alors peut-être la troisième voie existe depuis une vingtaine d'années. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis les années 1960, encore une fois, c'est un domaine en changement constant. Dans ma recherche, je distingue trois phases. La phase 1, des années 60 à 80, c'est les précurseurs.
La phase 2 des années 80 à 2000, c'est le mouvement de maturité. Il y a des ouvrages énormes qui ont été créés, écrits, notamment par un rabbin anglais qui s'appelle Rav Falk, qui a écrit 3 volumes qui font au total 1700 pages. Et Oz Vehadar Levusha est un livre qui a été traduit en français, traduit en hébreu. Et quand le rabbin Falk est décédé dans les années, il y a quelques années, les estimations étaient qu'il avait vendu 65 000 copies de son livre. C'est l'espèce de Harry Potter de la littérature juive. C'est un best-seller. Dans certains cercles, on offre le livre de Rav Falk à chaque jeune fille qui fait sa bat mitzvah. Mais c'est un livre extrêmement détaillé, extrêmement obsessif, malsain si vous voulez. Et de mon point de vue, c'est le point culminant de ce processus de légalisation. Et on est à la fin des années 90. Et la halachisation, la légalisation de la tzniut est un fait accompli. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 2 phénomènes de réaction. L'un de ces 2 phénomènes de réaction vient de cercles orthodoxes plus ouverts, qui disent, oui, finalement, la halakha parle de tzniut, mais tous ces livres qui sont sur le marché vont beaucoup, beaucoup trop loin et sont très malsains. Et donc, depuis le début des années 2000, il y a plusieurs ouvrages qui ont été publiés, dont l'un a été récemment traduit en français, un livre de Rav Henkin traduit sous le titre de La tzniut dévoilée, qui disent, oui, il faut préserver cette valeur juive, mais non, il faut ne pas aller trop loin. Et qui essaient de trouver cette 3e voie. Donc, il y a eu un mouvement d'extrémisation, et maintenant, il y a un mouvement de retour en arrière. Alors, je voulais vous soumettre 2 photos de 2 rabbins qui ne sont pas exactement des rabbins libéraux. La première, c'est celle du Chofetz Chaim, qui était, si on peut dire, le pape, la plus grande autorité rabbinique dans le monde ashkénaze avant la Shoah. Celui qui a écrit le Mishnah Brura, qui tous les juifs orthodoxes du monde entier se réfèrent à son livre. Et on le voit ici, avec, je crois, en train de discuter avec son fils. Et derrière, il y a 2 femmes. Et l'une des 2, d'après la légende que j'ai trouvée sur Internet, ce serait la 2e femme du Chofetz Chaim, puisqu'il était veuf une première fois. Elle n'a pas les cheveux couverts. Et puis, une autre femme qui sourit, là, dont on voit le coude découvert. L'autre photo, c'est le Rav Ovadia Yosef, sommité rabbinique du monde séfarade, dans sa jeunesse, avec ses 2 enfants et sa femme. Elle a on va y revenir, un kissouï roche, quelque chose qui couvre, elle a un tissu qui couvre une partie de ses cheveux, mais je veux dire, on voit une bonne partie de ses cheveux. Oui. C'est absolument impensable aujourd'hui dans le monde religieux. Impensable. Comment on se débrouille avec de telles preuves dans le monde religieux? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Ces photos viennent toutes du monde d'avant les années 1960, dans lequel la tzniut était une valeur dans la tradition juive, mais ce n'était pas aussi extrême, pas aussi intensif que c'est devenu, et donc il n'y a pas effectivement beaucoup plus de variabilité. Comment est-ce que le monde aujourd'hui, les orthodoxes expliquent ça? Le plus simple, c'est de juste ignorer ces photos. C'est souvent le silent treatment, le traitement par le silence, c'est la manière la plus efficace de répondre d'éviter les questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, le rabbin Falk a, dans ce livre de 1700 pages, cet ouvrage qu'il a écrit, a 2 ou 3 paragraphes où il dit qu'il ne faut surtout pas regarder les photos des femmes de rabbinites qui ont été prises dans l'intimité de la vie privée. À la maison, je sais, c'est pas convaincant. Ouais, parce que le Chofetz Chaim est dans la rue, là. Hein. Ouais. Voilà. En gros, Falk dit que ce sont des aberrations historiques, des choses qui ont été sorties de leur contexte. Donc, lui est obligé de rétro-projeter dans le passé les normes de son époque sur le passé et de dire que ces témoignages-là sont faux, trompeurs ou n'existent. Oui. Donc on est dans la théorie conspirationniste, en fait. Il y a quelque chose de... Ou alors on retouche les images. L'orthodoxie, c'est un peu comme le Parti communiste. Il réinvente un passé constamment. Il réinvente le passé pour le faire rendre conforme aux normes du présent. Il y a une des théories que vous défendez aussi dans votre thèse, je crois, et que je trouvais très intéressante, c'est que la tzniut, enfin l'intensité donnée à la tzniut, l'extrême attention portée à la tzniut, ça serait le pendant féminin du kulo kodesh, ce phénomène qui fait que, là aussi bascule, on a décidé qu'on pouvait consacrer sa vie entière à l'étude de la Torah. C'est juste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, dans le monde ultra-orthodoxe, l'étude de la Torah est considérée comme la mitzvah, le commandement le plus important de tous les commandements. C'est celui auquel les mâles doivent s'adonner
plein temps. Et la tsniout, encore une fois, à la base, une valeur un petit peu informelle, est devenue, dans certaines communautés ultra-orthodoxes, l'équivalent, le pendant féminin de l'étude de la Torah. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a des textes qui poussent cette analogie très très loin, qui vont dire, eh bien, on peut toujours étudier plus de Torah pour un homme, on peut toujours se couvrir plus pour une femme. Il y a un infini. Il y a un infini. C'est l'appel vers l'infini. C'est la mitzvah infinie, l'appel vers vraiment vers le Ensof, vers cet infini. Et le principe fondamental de la spiritualité juive, dans le même temps, clairement les féministes critiquent ce qu'ils voient comme une manière de régler les femmes à certaines fonctions traditionnelles, mais on peut entendre dans une espèce de seconde voie, une légère pénétration d'une valeur égalitaire. Puisque pour la première fois, les femmes dans la tradition juive ont une espèce de ligne directe avec Dieu. À travers les vêtements, ça fait bizarre, mais Rav Falk, toujours cette espèce d'auteur qui a un succès, dont la notoriété est provenue de son succès dans ce domaine, lui pousse l'analogie vraiment très loin. Il dit, les hommes sont des créatures qui vont vers l'extérieur, ils vont aller dans le monde du travail, ils sortent de la maison, ils ont reçu une mitzvah intérieure, qui est l'étude de la Torah, la pnimiut de la Torah. Les femmes qui sont dans sa vision traditionnelle, les créatures du monde intérieur, de la maison, de la domesticité, ont une mitzvah extérieure. Donc c'est symétrique. C'est symétrique. Et lui a toute une cosmologie, toute une vision de la société qui fait que si chacun respecte sa mitzvah, les hommes étudient, ils purifient l'atmosphère spirituelle. Si les femmes se couvrent, elles purifient et donnent naissance à des talmidim, des chachamim et des savants. Et il y a un cercle vertueux qui se crée dans lequel le cosmos trouve son équilibre dans lequel les hommes et les femmes contribuent de manière égale. Alors ça a les apparences de l'égalité, sauf que c'est profondément inégalitaire, parce que étudier la Torah, c'est très intéressant, et réfléchir à combien de centimètres de peau il faut couvrir, c'est peut-être moins passionnant. Oui, et puis c'est le contrôle des hommes sur les femmes, tout ce que vous voulez. Donc il y a ces deux aspects qu'il faut percevoir. Mais il y a une pénétration de valeurs modernes dans ce discours ultra-orthodoxe. Alors il y a un phénomène corollaire qui a fait son apparition ces dernières années, notamment via les réseaux sociaux. Il y a des dizaines de comptes Instagram d'influenceuses de ce qu'on appelle la tsniout fashion. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent comment être, j'ai même pas les mots qui y conviennent, comment être élégante, on va dire, tout en respectant les normes tsniout. Ça a du sens, ça? Encore une fois, en tant que chercheur, je veux documenter les multiples manifestations de la tsniout. Je n'ai pas très envie de porter un jugement. Maintenant, certains vont vous dire effectivement que si toute l'idée de la tsniout est d'être pudique et d'être intime et de préserver l'intimité, vouloir s'habiller à la dernière mode de Paris ou je ne sais pas quoi, tout en couvrant ce qu'il faut couvrir, il y a un contresens. Bah, ça relève surtout d'une attention excessive portée à l'apparence finalement, et au corps. C'est un peu l'inverse du résultat espéré. C'est juste. L'autre phénomène encore lié à ce que vous soulignez, c'est l'apparition aux États-Unis et en Israël de magasins de vêtements cachers, pas sous surveillance, mais des magasins de luxe qui présentent des marques de luxe. Vous avez le choix, comme si vous alliez dans un magasin fashion, sauf que toutes les marques proposées respectent les codes vestimentaires de la tsniout. Il y en a là aussi tous les 2 ans un nouveau qui s'ouvre. Il y en a un à New York, il y en a un à Miami, il y en a un que je connais à Montréal. Donc celui de Miami a été ouvert, je pense, par des Français exilés et s'appelle Tsniout Runway. Runway étant le plateau sur lequel défilent les mannequins lorsqu'ils présentent les collections. Donc le défilé de mode... Ça s'appelle vraiment comme ça? Ça s'appelle Tsniout Runway, le magasin de Miami. On a l'impression qu'on joue avec la halakha là, et que ça perd toute son authenticité. Peut-être, effectivement, c'est possible. Je comprends la critique. Il faut aussi voir que dans un certain discours orthodoxe, la tsniout a été maintenant reconceptualisée comme une forme de beauté. Et vous connaissez peut-être les textes rabbiniques qui disent « il n'y a pas d'autre beauté que la tsniout ». Donc l'idée d'une partie du monde orthodoxe, c'est de dire qu'on peut être femme, séduisante, attirante, tout en respectant les codes vestimentaires de la tsniout. Sur cette base-là, il y a encore des gens qui vont encore plus loin, en créant une mode
modeste, mode pudique. On a l'impression qu'on est en train d'essayer de résoudre une quadrature du cercle, là, justement, entre tradition juive et société moderne. On est un peu en train de se débattre avec des choses, avec un impossible, peut-être. Je pense que je voudrais en revenir à mon point de départ. La tsniout est au centre d'un certain nombre de questions que le monde moderne se pose aussi. Ouais. Sur la place du corps et de la sexualité, le monde moderne parle de sexualité, vit la sexualité de manière extrêmement plus ouverte. Toutes ces choses-là pénètrent dans le monde traditionnel à certains niveaux. Donc il y a un immense débat de société sur comment vivre son corps, comment vivre sa sexualité. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Des questions aussi basiques que celles-là sont réouvertes de nos aujourd'hui avec des questions ouvertes par le mouvement LGBTQ, etc. On remet en question des fondamentaux de la vie sociale. La tsniout se trouve au centre de ces débats-là, et en ce qui concerne la tradition juive, au centre de la loi. Et en partie, ça explique l'intensité des discussions. Quand vous regardez de l'extérieur, tout le monde s'énerve ou s'excite sur la longueur d'une jupe. On a l'impression que la religion, promeut une espèce de fondamentalisme qui se concentre sur des détails. Quand on creuse un petit peu, derrière la tsniout se posent des débats de société fondamentaux de la vie juive au XXIe siècle. C'est passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, les milieux les plus traditionnels sont, à leur insu, les caisses de résonance des débats les plus modernes d'aujourd'hui. Oui, et la halakha est, à mon sens, l'outil de traduction de ces débats de société. Il y a un filtre entre le monde extérieur et le monde intérieur, le mur qui sépare le monde de la tradition du monde occidental. Et la halakha est un de ces vecteurs de traduction entre l'extérieur et l'intérieur. Un dernier mot, Emmanuel Bloch, sur un phénomène qui est à l'autre bout du spectre de la tsniout fashion. C'est un phénomène qui reste encore très marginal, mais qui est tout aussi radical. Dans certains quartiers orthodoxes d'Israël, on a vu apparaître des burkas juives. On appelle ça des frumkas, avec même des affiches dans la rue qui incitent les femmes à se couvrir entièrement. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est une sorte d'islamisation du monde juif? Oui, à un certain niveau, clairement, ne serait-ce que parce que c'est un phénomène qui n'existe qu'en Israël, et que si vous allez en Angleterre ou aux États-Unis, dans les cercles les plus orthodoxes, ce phénomène de la frumka n'existe pas. Donc il y a un phénomène d'imitation de normes vestimentaires du monde musulman qui se passe là. Mais, encore une fois, ces phénomènes sociaux sont complexes. Vous vous souvenez que j'ai parlé de 3 étapes dans le développement de la tsniout depuis les années 1960. Précurseur, maturité, réaction. J'ai dit qu'il y avait 2 phénomènes de réaction. J'ai parlé de un des 2 seulement. Celui où des rabbins orthodoxes plus ouverts disent « oui, c'est important, mais il ne faut pas aller trop loin ». Il y a un autre phénomène de réaction depuis les années 2000, qui provient de communautés qu'on appelle extrémistes. Parce que le monde orthodoxe a un spectre qui est finalement très vaste. Il y a toujours plus froum que les froum. Et donc, il y a ce qu'on peut appeler l'ultra-orthodoxie mainstream, qui correspond à ce rabbin Falk. Et, à mon sens, c'est un élément de la recherche que je présente, je pense, pour la première fois pour Academ. Il y a eu d'autres cercles religieux qui se sont sentis menacés. Pas parce que Falk et les ultra-orthodoxes mainstream étaient trop religieux. Ils ont trouvé que Falk et ces gens ultra-orthodoxes étaient trop ouverts. Laxistes. Beaucoup trop laxistes. Donc il y a une sorte de compétition exponentielle de qui sera le plus tsniout. Qui sera le plus. Et ça vient de petits groupes. De groupes de chassidim, de groupes de ce qu'on appelle les communautés hongroises en Israël, qui vivent la tsniout autrement. Falk, encore une fois, a une vision très extrême pour nous qui vivons dans le monde occidental, mais sa vision intègre par osmose certaines valeurs occidentales. La tsniout, comme une forme de beauté de la femme. Oui, là, il y a disparition des femmes, là, avec la burqa juive. Voilà. Et donc, le monde orthodoxe, à mon sens, est tenaillé entre 2 visions de la tsniout, qui sont celles du rabbin Falk, qui est un rabbin britannique, qui vit en diaspora, qui est influencé par les normes occidentales, d'un côté, et ce discours-là qui gagne progressivement en Israël dans les années 2000. Et de l'autre côté, un monde encore plus conservateur et encore plus extrémiste, qui, eux, voient la tsniout comme une protection des hommes.
pas comme l'expression de la féminité juive, mais comme une manière de protéger les hommes de leur propre désir sexuel. Et donc, pour protéger les hommes, il faut invisibiliser les femmes. Ça a toujours existé, mais ma thèse est de dire que ces communautés extrémistes se sont senties menacées par un discours provenant de la diaspora qui gagnait sur leur territoire. Et depuis les années 2000, on voit maintenant ce nouveau phénomène que, alors les frumkas, ces femmes qui s'habillent comme ça, mais aussi des tentatives de supprimer toute image de femmes, toute représentation féminine, des journaux ultra-orthodoxes. C'est nouveau, c'est nouveau. Vous regardez les journaux orthodoxes des années 60-80, il y a des images de femmes devant. Depuis les années 2000, c'est impensable. Et donc, nous avons une communauté petite, mais de gens fanatisés, extrémisés, qui se battent pour préserver leur beefsteak et qui, sur certains terrains, gagnent des batailles. Dans le monde des médias orthodoxes, ce discours d'invisibilisation a gagné du terrain. Et je pense que c'est une des grandes batailles qu'on ne perçoit pas, mais que l'étude de la tzniut comme test de Rorschach des idées juives, comme test de la tache d'encre, nous permet de comprendre certaines des batailles spirituelles, idéologiques, religieuses qui se passent au cœur de l'ultra-orthodoxie en ce début du XXIe siècle. Merci beaucoup, Emmanuel Bloch, pour ce rapide panorama des années de recherche que vous avez effectuées. On espère que vous allez en faire un livre et qu'il sera traduit en français et qu'on pourra du coup s'y plonger plus intensément. À bientôt, j'espère, et merci à vous pour votre fidélité. Merci beaucoup.